On t'a menti toute ta vie. Et le pire, c'est que toi aussi, tu t'es menti. En ce moment même, pendant que tu regardes ceci, quelqu'un vit la vie que tu t'étais convaincu d'être impossible. Cette personne reçoit le respect que tu réclames. Elle domine les pièces dans lesquelles tu t'effaces. Elle bâtit l'empire dont tu rêves pendant que tu fais défiler le succès des autres à 2 heures du matin. Tu ressens cette douleur familière dans la poitrine, cette question brûlante qui te maintient éveillé. Quand est-ce que ce sera mon tour? Je me posais cette même question. Je regardais des gens 2 fois moins intelligents avoir 2 fois plus d'opportunités. Je me demandais pourquoi c'était toujours moi qui expliquais, justifiais, prouvais ma valeur à des gens qui ne reconnaîtraient pas le talent, même s'ils les frappaient en plein visage médiocre. Je ressentais cette rage, cette fureur brûlante quand tu réalises que tu joues à un jeu dont les règles sont conçues pour te faire perdre. Mais voilà ce qui a tout changé pour moi. Et ça va tout changer pour toi aussi. Le jeu n'est pas truqué contre toi. Tu n'as juste jamais appris les vraies règles. Pendant qu'on t'apprenait à être gentil et à attendre ton tour, d'autres apprenaient comment le pouvoir fonctionne réellement. Ils étudiaient la psychologie de l'influence, pendant que toi tu apprenais à être apprécié. Ils construisaient une confiance inébranlable, pendant que toi tu construisais des excuses élaborées pour exister. La vérité que personne ne veut te dire. La raison pour laquelle tu n'es pas là où tu veux être, ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bon. C'est parce que tu demandes encore la permission à des gens qui ne te la donneront jamais. Tu attends encore que quelqu'un valide ce que tu sais déjà au fond de toi. Tu joues encore selon des règles écrites par des gens qui avaient besoin que tu restes exactement là où tu es. Et si tu arrêtais de demander? Et si tu arrêtais d'attendre? Et si tu arrêtais d'être la victime des insécurités des autres pour devenir l'architecte de ta propre ascension inévitable? Car c'est exactement ce qui est en train de se produire. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre les 7 principes psychologiques qui séparent ceux qui obtiennent tout ce qu'ils veulent de ceux qui se contentent de ce qu'on leur donne. Tu vas comprendre pourquoi certains imposent le respect sans le réclamer. Pourquoi certains obtiennent des opportunités sans les mendier. Pourquoi certains vivent comme des rois pendant que d'autres servent comme des sujets. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la motivation. C'est une précision chirurgicale appliquée aux mécanismes de la psychologie humaine. À la fin de cette vidéo, tu ne penseras pas seulement différemment, tu bougeras différemment, tu parleras différemment, tu existeras différemment dans chaque pièce où tu entreras. Maintenant, je veux que tu écrives cette affirmation dans les commentaires. Je ne demande plus, je choisis. Écris-le comme si tu le pensais vraiment, parce qu'à partir d'aujourd'hui, demander la permission te donnera l'impression de te trahir. Numéro 1. Ta bouche est ton ennemi. J'ai appris cette leçon à mes dépens à 23 ans, assis dans une salle de conférence remplie de gens qui gagnaient en un mois ce que je gagnais en un an. J'étais tellement désespéré de prouver que j'avais ma place que je remplissais chaque pause de bavardage nerveux, chaque silence de tentative désespérée d'esprit. Je croyais que participer signifiait parler. Je croyais que la valeur signifiait le volume. J'avais tort, terriblement, honteusement tort. La personne la plus puissante de cette salle n'a presque pas prononcé 10 mots pendant toute la réunion. Mais quand il parlait, tout le monde se penchait en avant. Quand il posait une question, l'atmosphère changeait. Et quand il restait silencieux pendant que les autres s'égaraient dans leur discours, on les sentait réaliser lentement qu'ils en disaient trop, qu'ils révélaient trop, qu'ils montraient trop leur jeu. C'est là que j'ai compris, ta bouche est ton ennemi. Chaque mot que tu prononces est une information que tu donnes gratuitement. Chaque explication que tu offres est une faiblesse que tu annonces publiquement. Chaque fois que tu remplis un silence inconfortable, tu dis à la pièce que leur confort compte plus que ton pouvoir. Le silence effraie les gens parce qu'il les oblige à se confronter à ce qu'ils pensent vraiment. Quand tu cesses de te précipiter pour remplir chaque pause, quelque chose de magnifique se produit. Les gens commencent à projeter leur peur sur ta confiance silencieuse. Ils supposent que tu les juges, que tu les évalues, que tu vois à travers leur masque. Et voici la vérité dévastatrice. C'est exactement ce que tu fais. Pendant qu'ils parlent, ils te montrent exactement qui ils sont. Ils révèlent leurs insécurités, leur désespoir, leurs points de pression. Mais quand tu parles tout le temps, c'est toi qui es disséqué. C'est toi qui montres tes cartes pendant que eux gardent les leurs cachées. Machiavelli a bien dit « Tout le monde voit ce que tu parais être, peu ressentent ce que tu es réellement ». Ton silence crée une toile sur laquelle les gens peignent leur version de tes pensées, de tes jugements, de ton pouvoir. Ils remplissent ton silence avec leur propre peur. Et soudain, tu n'es plus juste une personne de plus dans la pièce, tu deviens la personne que tout le monde essaie d'impressionner. J'ai commencé à pratiquer cela immédiatement. Au lieu de me jeter dans les conversations, j'ai commencé à les observer. Au lieu de prouver que j'étais intelligent, j'ai laissé les autres prouver qu'ils ne l'étaient pas autant qu'ils le pensaient. Au lieu de me battre pour le temps de parole, j'ai commencé à contrôler le rythme de chaque interaction, simplement en choisissant quand mes mots méritaient l'attention de la pièce. La transformation a été immédiate et indéniable. Les gens ont commencé à venir me demander mon avis, au lieu que je le propose désespérément. Ils ont commencé à travailler plus dur pour mon approbation parce que j'ai cessé de la donner gratuitement. Ils ont commencé à se demander ce que je pensais parce que j'ai cessé de penser à voix haute.
Voici ce que personne ne te dit sur le silence. Ce n'est pas seulement l'absence de son, c'est la présence du pouvoir. La personne capable de rester à l'aise dans le silence pendant que les autres se tourtillent est celle qui contrôle l'énergie de la pièce. Elle n'a pas besoin de parler pour diriger. Elle n'a pas besoin d'expliquer pour influencer. Elle n'a pas besoin de bruit pour imposer son attention. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir. C'est la preuve que tu n'as pas besoin de bruit pour contrôler la pièce. Numéro 2. Tes émotions ne sont pas des faits. Il y a 2 ans, quelqu'un en qui j'avais une confiance absolue m'a détruit. Pas physiquement, pas financièrement, mais émotionnellement. Cette personne a pris tout ce que je lui avais confié en secret et l'a utilisé comme munition dans une salle pleine de gens qui gagnaient en 1 mois ce que je gagnais en 1 an. J'étais tellement désespéré de prouver que j'avais ma place que je remplissais chaque pause de bavardage nerveux, chaque silence de tentative désespérée d'esprit. Je croyais que participer signifiait parler. Je croyais que la valeur signifiait le volume. J'avais tort. Terriblement, honteusement tort. La personne la plus puissante de cette salle n'a presque pas prononcé 10 mots pendant toute la réunion. Mais quand il parlait, tout le monde se penchait en avant. Quand il posait une question, l'atmosphère changeait. Et quand il restait silencieux pendant que les autres s'égaraient dans leur discours, on les sentait réaliser lentement qu'ils en disaient trop, qu'ils révélaient trop, qu'ils montraient trop leur jeu. C'est là que j'ai compris, tes émotions ne sont pas ton identité. Ce sont des informations. Ce sont des réactions chimiques temporaires que tu peux observer, analyser, puis choisir d'ignorer ou non. Ce moment de trahison ne m'a pas brisé. Il a révélé quelque chose de plus puissant que la vengeance ne le sera jamais. La capacité de rester totalement calme pendant que quelqu'un d'autre perd le contrôle. Pendant qu'ils montraient à toute la salle exactement qui ils étaient vraiment, moi je montrais exactement ce que je devenais. Voilà à quoi ressemble réellement l'intouchabilité émotionnelle. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu ne réagis pas. Tu collectes des données. Quand quelqu'un te trahit, tu ne t'effondres pas. Tu prends des notes. Quand quelqu'un essaie de manipuler tes émotions, tu ne lui donnes pas la satisfaction de réussir. Tu lui donnes l'inconfort de l'échec. Il ne s'agit pas de devenir un robot. Il ne s'agit pas de réprimer tes sentiments, ni de faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit de comprendre que tes réactions émotionnelles sont des choix, pas des réflexes. Il s'agit de réaliser que la personne qui reste calme au milieu du chaos devient celle vers qui tout le monde se tourne pour la stabilité. Machiavelli a dit un jour « Puisque l'amour et la crainte peuvent difficilement coexister, s'il faut choisir entre les deux, il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé. » Mais il ne s'agit pas de rendre les gens effrayés par l'agressivité. Il s'agit de leur faire respecter le fait que tu ne peux pas être manipulé émotionnellement, contrôlé ou prédit par quiconque pense savoir quel bouton pousser. Quand tu deviens émotionnellement intouchable, quelque chose d'incroyable se produit. Les gens commencent à venir vers toi en pleine crise parce qu'ils savent que tu n'ajouteras pas au chaos. Ils commencent à te confier de plus grandes responsabilités parce qu'ils savent que tu ne t'effondreras pas sous la pression. Ils commencent à te voir comme un leader parce qu'ils savent que tu peux prendre des décisions claires quand tous les autres se noient dans leurs émotions. Mais voici la partie qui va changer ta vie pour toujours. Quand tu maîtrises tes réponses émotionnelles, tu commences à voir les réactions émotionnelles des autres comme des informations sur eux, pas comme des verdicts sur toi. Quand quelqu'un se met en colère contre toi parce que tu poses une limite, tu ne le vois pas comme une preuve que tu avais tort. Tu le vois comme une preuve que cette limite était nécessaire. Quand quelqu'un essaie de te faire culpabiliser parce que tu poursuis tes objectifs, tu ne le vois pas comme la preuve que tu es égoïste, tu le vois comme la preuve que ton succès menace leur confort dans la médiocrité. Tes réactions émotionnelles doivent être un choix, pas un réflexe. Maîtrise cela et plus jamais personne ne pourra te contrôler en pensant savoir comment te faire danser sur sa musique. Numéro 3. Contrôle l'information comme si ta vie en dépendait. J'étais un livre ouvert. Je croyais que l'honnêteté était la transparence et que la transparence était une vertu. Je partageais mes difficultés, mes projets, mes peurs, mes rêves avec quiconque montrait le moindre intérêt. Je confondais le fait de trop en dire avec la connexion et la vulnérabilité avec la force. J'avais tort sur toute la ligne. Le réveil a été brutal quand j'ai réalisé que chaque information personnelle que j'avais partagée était utilisée contre moi. Mes difficultés sont devenues des preuves de ma faiblesse. Mes rêves sont devenus des moqueries à mes dépens. Mes peurs sont devenues des armes entre les mains des autres. J'avais donné ma monnaie la plus précieuse, l'information sur moi-même, gratuitement à des gens qui la collectaient comme des munitions pour de futures batailles. L'information, c'est le pouvoir. Pas l'argent, pas les relations, pas même le talent. L'information, qui la possède, qui en a besoin, qui en contrôle la circulation, c'est cela qui détermine qui détient le véritable pouvoir dans n'importe quelle situation. Pendant qu'on t'apprenait que partager, c'est prendre soin, d'autres apprenaient que le savoir est un levier. Chaque conversation que tu as est une opération de collecte de renseignements.
Chaque personne que tu rencontres est soit en train de recueillir des informations sur toi, soit en train d'en livrer sur elle-même. La question est, es-tu conscient de cet échange ou es-tu en train de livrer par accident des secrets d'État pendant qu'ils collectent des informations classifiées? Voici ce qui a tout changé pour moi. J'ai commencé à traiter mes informations personnelles comme un document gouvernemental classifié, non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais parce que j'ai enfin compris que le mystère crée le respect, la rareté crée la valeur, et moins les gens savent comment fonctionne ton monde intérieur, plus ils sont obligés de respecter tes résultats extérieurs. Observe les personnes les plus puissantes que tu connaisses. Que sais-tu vraiment de leur lutte privée, de leur plan détaillé, de leur état émotionnel minute après minute? Presque rien. Et ce n'est pas un hasard. Elles comprennent que quand les gens ne savent pas comment tu fais ce que tu fais, ils sont forcés de respecter le fait que tu le fais. Machiavelli a dit un jour « Le sage fait immédiatement ce que l'insensé fait finalement ». Pendant que les autres sont un jour contraints de révéler tout leur jeu lorsque les circonstances l'exigent. Toi, tu seras stratégique sur ce que tu révèles et sur le moment où tu le révèles. Tes informations personnelles, tes difficultés, tes stratégies, tes prochains mouvements, ce sont des privilèges à mériter, pas des droits à supposer. Mais voici la partie qui va changer ta vie pour toujours. Quand tu maîtrises tes réponses émotionnelles, tu commences à voir les réactions émotionnelles des autres comme des informations sur eux, pas comme des verdicts sur toi. Quand quelqu'un se met en colère contre toi parce que tu poses une limite, tu ne le vois pas comme une preuve que tu avais tort, tu le vois comme une preuve que cette limite était nécessaire. Quand quelqu'un essaie de te faire culpabiliser parce que tu poursuis tes objectifs, tu ne le vois pas comme la preuve que tu es égoïste, tu le vois comme la preuve que ton succès menace leur confort dans la médiocrité. Tes réactions émotionnelles doivent être un choix, pas un réflexe. Maîtrise cela et plus jamais personne ne pourra te contrôler en pensant savoir comment te faire danser sur sa musique. Numéro 4. Rends-toi irremplaçable par une compétence impitoyable. J'ai passé 3 ans à être la personne la plus gentille dans chaque job que j'ai eu. J'étais arrangeant, conciliant, toujours prêt à aider, ne faisant jamais de vagues, restant dans l'ombre et espérant que quelqu'un ne remarquerait à quel point j'étais agréable à côtoyer. Je croyais que la sécurité de l'emploi venait du fait d'être apprécié. Je croyais que progresser signifiait ne pas déranger. Puis j'ai vu quelqu'un 2 fois moins gentil, mais 2 fois plus compétent, s'être promu à ma place, encore, et c'est là que j'ai compris la brutale vérité que personne ne veut te dire. Être gentil ne te rend pas nécessaire, être conciliant ne te rend pas valeureux. Être facile à vivre ne garantit qu'une seule chose, être facile à remplacer. Tu sais ce qui te protège vraiment? Être si incontestablement bon dans ce que tu fais que te remplacer coûterait plus de temps, d'argent et de risques que de te garder et de te payer exactement ce que tu vaux, même quand tu exiges le respect, poses des limites et refuses d'accepter un traitement qui ne correspond pas à ta valeur. Ce fut la leçon la plus douloureuse de ma vie parce qu'elle m'a obligé à admettre que j'utilisais la sympathie comme un substitut à la compétence. J'espérais que le fait d'être agréable compenserait d'une manière ou d'une autre le fait d'être ordinaire. J'essayais d'assurer ma position par la personnalité au lieu de la performance. La compétence est ta police d'assurance contre les humeurs, les préférences et les loyautés changeantes des autres. Quand tu es irremplaçablement bon dans quelque chose d'important, les gens sont obligés de te traiter tel que tu es, pas tel qu'ils voudraient que tu sois. Ils peuvent ne pas aimer ta franchise, tes limites, ton refus de participer à la politique de bureau, mais ils ont besoin de tes résultats plus que de leur confort. Voilà à quoi ressemble vraiment la construction d'une compétence irremplaçable. Tu ne fais pas seulement ton travail, tu comprends ton industrie mieux que des gens qui y sont depuis 2 fois plus longtemps. Tu ne te contentes pas de répondre aux attentes, tu anticipes des besoins que même ton patron ne sait pas encore qu'il a. Tu ne résous pas seulement les problèmes, tu empêches les crises dans lesquelles tous les autres seraient tombés à l'aveugle. Machiavelli a dit un jour « Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus dangereux à conduire, ni de plus incertain dans son succès que de prendre la tête de l'introduction d'un nouvel ordre des choses. » C'est exactement pour cela que la plupart des gens évitent de devenir irremplaçables. Cela exige de prendre des risques, de remettre en question les systèmes existants, de proposer de meilleures façons de faire les choses. Cela exige le courage d'avoir parfois tort en échange de la possibilité d'avoir extraordinairement raison. Mais voici ce qui se passe quand tu t'engages à ce niveau de compétence. Les gens arrêtent de remettre en question tes méthodes et commencent à les étudier. Ils arrêtent d'essayer de te gérer et commencent à essayer de te garder. Ta valeur devient si évidente que te contredire devient contre-productif, même quand ils ne sont pas d'accord avec ton approche. J'ai appris cela en devenant obsédé par le fait d'être le meilleur dans quelque chose qui comptait. Pas le plus apprécié, pas le plus coopératif, pas le plus disponible, le plus précieux. J'ai étudié chaque aspect de mon domaine jusqu'à connaître des choses que des gens avec des décennies d'expérience ne connaissaient pas.
J'ai résolu des problèmes qui étaient acceptés comme faisant simplement partie de la réalité. Je suis devenu la personne qui faisait fonctionner tout ce qui l'entourait mieux, plus efficacement, plus rentable. La transformation a été immédiate et indéniable. Soudain, des gens qui méprisaient autrefois mon opinion me demandaient conseil. Des gens qui me considéraient comme remplaçable m'offraient de meilleures opportunités. Des gens qui me tenaient pour acquis se battaient pour me garder. Quand tu atteins ce niveau, quelque chose de magnifique se produit. Tu cesses de te comparer aux autres et tu commences à te mesurer à tes anciennes versions. Tu cesses de t'inquiéter pour la sécurité de ton emploi et tu commences à choisir entre les opportunités. Tu cesses de demander des augmentations et tu commences à négocier des partenariats. Et surtout, tu cesses d'avoir peur de l'opinion des autres parce que tes résultats parlent plus fort que leurs critiques. Quand tu es irremplaçablement compétent, la confiance n'est pas quelque chose que tu dois simuler ou construire. C'est quelque chose que tu gagnes par des preuves incontestables de ta valeur. La compétence est le fondement de toutes les autres formes de pouvoir. Construis-la d'abord, construis-la sans pitié et tout le reste devient négociable. Numéro 5. Ne t'explique jamais devant des personnes qui sont déterminées à te mal comprendre. Il y a 5 ans, j'ai pris une décision qui a changé toute la trajectoire de ma vie. J'ai quitté un emploi stable que tout le monde pensait que j'étais fou de quitter pour poursuivre quelque chose que tout le monde pensait que j'étais idiot de poursuivre. La réaction a été rapide et brutale. Des membres de ma famille ont remis en question ma santé mentale. Des amis ont prédit mon échec. Des collègues murmuraient sur mon arrogance, mon égoïsme, mon inévitable retour brutal à la réalité. J'ai passé des mois à essayer d'expliquer mon raisonnement. J'ai présenté des plans détaillés, des projections financières, des études de marché. J'ai essayé de leur faire comprendre que ce n'était pas impulsif. C'était calculé. Ce n'était pas imprudent. C'était stratégique. Ce n'était pas un fantasme. C'était une vision. Rien de ce que je disais n'avait d'importance. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, de quoi j'étais capable et ce que je méritais. Ils avaient arrêté leur jugement en fonction de leur propre peur, de leur besoin de se sentir supérieur, de leur investissement à me garder dans une boîte qui les rassurait. Ces gens n'étaient pas confus à propos de mon potentiel, ils en étaient menacés. C'est là que j'ai appris la vérité la plus libératrice de ma vie. Il existe des personnes dans ce monde qui ne sont pas confuses à ton propos. Elles sont engagées dans leur version de toi, parce que changer d'avis les obligerait à changer toute leur vision du monde. Elles ont besoin que tu échoues, parce que ton succès leur enlèverait toute excuse pour leur médiocrité. Tu ne peux raisonner personne hors d'une position dans laquelle elle n'est pas entrée par la raison. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de te respecter quand toute son identité dépend du fait qu'il se sente supérieur à toi. Tu ne peux pas faire voir de ta valeur à quelqu'un qui a besoin que tu sois sans valeur pour se sentir précieux. Machiavelli a dit un jour « Il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus dangereux à conduire, ni de plus incertain dans son succès que de prendre la tête de l'introduction d'un nouvel ordre des choses. » C'est exactement pour ça que la plupart des gens évitent de devenir irremplaçables. Cela exige de prendre des risques, de remettre en question les systèmes existants, de proposer de meilleures façons de faire les choses. Cela exige le courage d'avoir parfois tort en échange de la possibilité d'avoir extraordinairement raison. Mais voici ce qui se passe quand tu t'engages à ce niveau de compétence. Les gens arrêtent de remettre en question tes méthodes et commencent à les étudier. Ils arrêtent d'essayer de te gérer et commencent à essayer de te garder. Ta valeur devient si évidente que te contredire devient contre-productif, même quand ils ne sont pas d'accord avec ton approche. J'ai appris cela en devenant obsédé par le fait d'être le meilleur dans quelque chose qui comptait. Pas le plus apprécié, pas le plus coopératif, pas le plus disponible, le plus précieux. J'ai étudié chaque aspect de mon domaine jusqu'à connaître des choses que des gens avec des décennies d'expérience ne connaissaient pas. J'ai résolu des problèmes qui étaient acceptés comme faisant simplement partie de la réalité. Je suis devenu la personne qui faisait fonctionner tout ce qui l'entourait mieux, plus efficacement, plus rentable. La transformation a été immédiate et indéniable. Soudain, des gens qui méprisaient autrefois mon opinion me demandaient conseil. Des gens qui me considéraient comme remplaçable m'offraient de meilleures opportunités. Des gens qui me tenaient pour acquis se battaient pour me garder. Quand tu atteins ce niveau, quelque chose de magnifique se produit. Tu cesses de te comparer aux autres et tu commences à te mesurer à tes anciennes versions. Tu cesses de t'inquiéter pour la sécurité de ton emploi et tu commences à choisir entre les opportunités. Tu cesses de demander des augmentations et tu commences à négocier des partenariats. Et surtout, tu cesses d'avoir peur de l'opinion des autres parce que tes résultats parlent plus fort que leurs critiques. Quand tu es irremplaçablement compétent, la confiance n'est pas quelque chose que tu dois simuler ou construire. C'est quelque chose que tu gagnes par des preuves incontestables de ta valeur. La compétence est le fondement de toutes les autres formes de pouvoir. Construis-la d'abord, construis-la sans pitié, et tout le reste devient négociable. Numéro 6. Construis des systèmes, pas des dépendances. Je croyais une fois que la liberté était un sentiment. Cette montée d'adrénaline quand tu imagines échapper à toutes tes contraintes actuelles, à toutes tes responsabilités, à toutes tes limites. Je croyais que la liberté signifiait ne rendre compte à personne, ne devoir être nulle part, ne rien avoir à faire que tu n'avais pas envie de faire à un moment donné. Je confondais liberté et chaos. La vraie liberté n'est pas l'absence de structure, c'est la présence de structure qui sert tes propres objectifs au lieu des agendas des autres. C'est construire des systèmes qui fonctionnent que les autres participent ou non, qui produisent des résultats que les autres approuvent ou non, qui créent de la valeur que les autres la reconnaissent ou non.
La plupart des gens construisent leur vie entière autour des horaires des autres, des décisions des autres, des humeurs des autres. Leur bonheur dépend de l'approbation de leur boss, leur revenu dépend du budget de leur employeur, leur estime de soi dépend de la validation de leur partenaire, leur vie sociale dépend de la disponibilité des autres. Ils ont créé des élaborés réseaux de dépendance et ont appelé cela de la connexion. Ce n'est pas de la connexion, c'est une prison volontaire avec un meilleur marketing. Quand ta stabilité émotionnelle, ta sécurité financière, ton sens de but, ton emploi du temps quotidien dépend de tout de la constance des autres, tu ne vis pas ta vie, tu l'empruntes à des gens qui peuvent t'en retirer l'accès à tout moment. J'ai appris cette leçon quand absolument tous les systèmes de ma vie se sont écroulés en même temps. L'emploi que je croyais sûr a disparu du jour au lendemain. La relation que je croyais permanente s'est terminée sans avertissement. Des amis que je croyais loyaux ont révélé leurs propres priorités comme soutenir devenait inconvenable. En un seul mois dévastateur, j'ai découvert que tout ce que je croyais m'appartenir n'était en réalité qu'un emprunt. Cette crise est devenue le plus grand cadeau de ma vie parce qu'elle m'a forcé à poser la question qui a tout changé. À quoi ressemblerait ma vie si elle ne dépendait de la constance, de l'approbation ou de la participation de personne d'autre ? Machiavelli a dit un jour « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut indépendance, mais personne ne veut payer le prix pour la construire. Ce prix, c'est l'inconfort temporaire, la gratification différée et la discipline de bâtir quelque chose de durable plutôt que quelque chose de satisfaisant immédiatement. » Construire des systèmes exige de penser sur des horizons temporels plus longs que ce que la plupart des gens peuvent supporter. Cela signifie créer plusieurs sources de revenus au lieu de dépendre d'un seul salaire. Cela signifie développer des compétences qui te suivent partout au lieu de dépendre des programmes de formation d'une seule entreprise. Cela signifie bâtir tes propres systèmes de validation au lieu de dépendre des compliments des autres. Cela signifie créer ton propre emploi du temps au lieu de vivre selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la pensée stratégique. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'indépendance. Quand tu as des systèmes, tu peux t'engager avec les autres à partir d'une position de choix, plutôt que de besoin. Tu peux collaborer sans te compromettre. Tu peux t'engager sans abandonner le contrôle. Voici ce qui s'est passé quand je me suis engagé à construire des systèmes plutôt que des dépendances. J'ai cessé d'avoir peur de l'humeur des autres parce que ma stabilité émotionnelle ne dépendait plus de leur approbation. J'ai cessé d'avoir peur de la certitude économique parce que j'avais développé plusieurs compétences précieuses et plusieurs sources de revenus. J'ai cessé d'avoir peur des changements relationnels parce que ma valeur personnelle n'était plus construite sur la présence de quelqu'un d'autre dans ma vie. Les systèmes créent des options. Les options créent le pouvoir crée la liberté. Quand tu as des systèmes, tu n'as plus besoin de tolérer le manque de respect, d'accepter un traitement injuste ou de compromettre tes valeurs pour la sécurité. Tu peux quitter les situations qui ne te servent pas parce que tu as bâti des alternatives qui, elles, te servent. Les dépendances te rendent négociable. Les systèmes te rendent souverain. Le choix t'appartient, mais choisis vite. Chaque jour passé à construire le système de quelqu'un d'autre est un jour où tu ne construis pas le tien. Numéro 7. Adopte la cruauté stratégique. C'est ici qu'on sépare ceux qui veulent se sentir puissants de ceux qui veulent réellement l'être. C'est ici qu'on distingue ceux qui collectionnent les citations motivationnelles de ceux qui prennent des décisions qui changent vraiment leur vie. C'est ici que la plupart des gens arrêtent d'écouter parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre ce que le vrai pouvoir exige. Il y a 3 ans, j'ai dû renvoyer mon meilleur ami. Pas d'un travail, mais de ma vie. Nous avions grandi ensemble, tout partagé, construit des rêves ensemble. Mais à un moment donné, nos chemins ont divergé. Moi, je grandissais, je construisais, je créais. Eux, ils stagnaient, se plaignaient, drainaient. Chaque conversation devenait une explication de pourquoi leur vie ne fonctionnait pas, tout en attendant de moi que je règle des problèmes qu'ils n'étaient pas prêts à résoudre. Je leur trouvais des excuses parce que je confondais la loyauté avec le fait de les maintenir dans leur faiblesse. Je leur donnais encore mon temps, mon énergie, ma disponibilité émotionnelle parce que je confondais l'amitié avec l'obligation. Je soutenais leur médiocrité parce que je confondais la gentillesse avec la stupidité. Le déclic est venu quand j'ai compris que chaque heure passée à écouter leurs problèmes était une heure que je ne pouvais pas consacrer à résoudre les miens. Chaque parcelle d'énergie donnée à leur drame était une énergie que je ne pouvais pas investir dans mes objectifs. Chaque ressource émotionnelle gaspillée dans leur chaos était une ressource que je ne pouvais pas offrir à ceux qui la méritaient vraiment. La cruauté stratégique n'est pas de la méchanceté. Ce n'est pas faire du mal par plaisir, ni prendre plus que ce dont tu as besoin juste parce que tu le peux. C'est la volonté de prioriser tes objectifs plutôt que le confort des autres, ta croissance plutôt que les attentes des autres, ta vérité plutôt que les illusions des autres sur ce que tu devrais être, faire ou vouloir. C'est dire non à des gens que tu aimes quand ce qu'ils demandent ne correspond pas à la direction que tu prends. C'est mettre fin à des relations qui te vident de ton énergie, même quand ces personnes ne sont pas mauvaises. Elles ne sont juste plus tes personnes. C'est prendre des décisions qui déçoivent ceux qui comptaient sur toi pour rester petit, sûr, prévisible. Machiavelli a dit un jour «
Puisqu'un prince ne peut user de la libéralité sans se nuire à lui-même, il ne doit pas se soucier d'être appelé avare. Avec le temps, on le jugera plus généreux quand on verra que sa parcimonie a rendu ses revenus suffisants. Parfois, tu dois être avare avec ton temps, ton énergie, ton attention, ta disponibilité émotionnelle, afin d'en garder suffisamment pour les choses et les personnes qui comptent vraiment. La plupart des gens évitent la cruauté stratégique parce qu'ils la confondent avec la méchanceté. Ils pensent que être impitoyable signifie être cruel. Mais ce n'est pas de la stratégie, c'est juste un mauvais contrôle des impulsions. La vraie cruauté stratégique est calculée, intentionnelle et à long terme, souvent étonnamment bienveillante. Parfois, la chose la plus impitoyable que tu puisses faire est de refuser d'alimenter la faiblesse de quelqu'un. Parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire est de décevoir quelqu'un à court terme pour l'aider à grandir à long terme. Parfois, l'acte le plus amoureux consiste à te retirer de la vie de quelqu'un afin qu'il soit forcé de développer la force qu'il ne construira jamais tant que tu le portes. Tes ressources, ton temps, ton énergie, ton argent, ton attention sont limitées. Chaque oui à une chose est un non à une autre. Chaque heure passée sur la priorité de quelqu'un d'autre est une heure que tu ne passes pas sur la tienne. Chaque parcelle d'énergie émotionnelle gaspillée dans leur chaos est une énergie que tu ne pourras pas donner à celle qui la mérite. Les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas forcément plus talentueuses, plus connectées ou plus lactées. Elles sont simplement plus disposées à prendre des décisions que les autres ne sont pas prêts à prendre. Elles acceptent plus facilement la déception temporaire des autres en échange de leur satisfaction à long terme. La cruauté stratégique est ce qui te permet de bâtir la vie que d'autres rêvent d'avoir le courage de bâtir. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent du changement de ceux qui le feraient. C'est ce qui te transforme de quelqu'un qui réagit à la vie en quelqu'un qui la façonne. Le rejet ne te brise pas. Il révèle l'endroit où ta loyauté appartient encore à la faiblesse. La vérité intouchable. Je veux que tu comprennes quelque chose qui changera jamais la manière dont tu te vois. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas en retard. Tu n'es ni trop tard, ni trop vieux, ni trop inexpérimenté, ni trop abîmé, ni trop quoi que ce soit pour devenir exactement la personne que tu es censé devenir. On t'a programmé méthodiquement à croire que ton désir naturel de respect, de succès, de reconnaissance et de pouvoir est mauvais, égoïste ou irréaliste. On t'a convaincu que vouloir plus que tu as actuellement te rend ingrat, que poser des limites te rend difficile, que prioriser tes objectifs te rend égoïste. Ce sont des langues conçues pour te garder gérable, contrôlable et prévisible. Ce sont des chaînes psychologiques que tu peux enlever à l'instant même où tu décides que tu es fatigué de les porter. Tout ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui se résume à une compréhension fondamentale. Tu n'es pas ici pour être aimé. Tu n'es pas ici pour être confortable. Tu n'es pas ici pour faire en sorte que tout le monde se sente bien pendant que tu dois te contenter de moins que ce que tu es capable de créer, d'expérimenter ou de devenir. Tu es ici pour devenir inoubliable.